bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire Regard croisé du BELFA et du ID. Cette fois-ci, le thème est l'environnement de travail à l'environnement global, stratégie de gestion des déchets. On a le plaisir d'avoir des orateurs français et des orateurs belges. Malheureusement, il y a une personne de Belgique qui n'est pas là. On espère qu'il va pouvoir venir en cours de route. Et sinon, Sébastien Finet va faire ça tout seul, très bien, comme il est un pro dans les déchets. Moi-même, Tania Barella, je suis la directrice de BELFA. BELFA, c'est l'association professionnelle de Facility Management en Belgique. Nous avons plus ou moins 1000 membres et on a le plaisir d'avoir des francophones et des néerlandophones. Ça complique un peu les choses et je pense qu'on va entendre ça aussi tantôt dans tout ce qui est les législations pour les déchets. Mais bon, voilà, cette webinaire, je crois que c'est notre 4e qu'on organise ensemble avec la France. Et j'espère qu'il y en a encore beaucoup à venir. Je vais laisser la parole à Béatrice, qui est la présidente de ID Hauts-de-France. Merci beaucoup, Tania. Oui, moi aussi, j'espère qu'il y aura beaucoup de nouveaux webinaires Regards croisés franco-belges, parce que c'est vraiment une expérience intéressante qu'on mène depuis 2 ans. Quand on a imaginé le thème de cette journée, enfin de ce webinaire-ci, on s'était dit que bientôt il y avait la semaine européenne de réduction des déchets et que c'était tout à fait intéressant d'évoquer ce sujet-là. Moi, j'avais l'impression qu'en Belgique, vous étiez plus avancé que nous en France. Alors, on verra ce qu'il en est véritablement. Et j'espère qu'on pourra avoir des éclairages aussi de ce point de vue-là et prendre des bonnes idées. L'idée, donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'idée, ex-ARCEG, c'est l'association des responsables et des directeurs d'environnement de travail en France. Nous sommes répartis en régions et dans la région Hauts-de-France que je préside, nous avons fêté nos 40 ans en juin dernier. Et donc, voilà, c'est une association qui est assez ancienne et qu'on développe avec grand plaisir. Alors, merci à nos intervenants pour leur présence ce matin. Merci beaucoup à Marc d'animer ce webinaire. Marc est membre du bureau Hauts-de-France de l'ID et voilà, on se répartit un petit peu les rôles et en tout cas, merci de nous accompagner particulièrement ce matin, Marc. Et je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci d'être présent pour ce quatrième webinaire commun avec BELFA et l'ID. J'ai l'honneur, l'avantage et la lourde tâche de remplacer Frédéric Quin, qui est le présentateur animateur habituel de nos regards croisés. Et j'espère que vous aurez la faiblesse de penser que je peux être un animateur correct. Aujourd'hui, nous avons, comme le disaient Tania et Béatrice, nous avons choisi d'aborder un sujet un peu complexe pour lequel nous avons besoin d'experts. Je vais les laisser se présenter. Ce sujet, c'est la réduction des déchets, c'est la stratégie réglementaire sur les déchets. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au 1er janvier 2024, de part et d'autre de la frontière, nous avons une réglementation qui pointe le nez, pour laquelle on n'a pas forcément toujours ni les réponses ni les explications nécessaires. Alors, je vais laisser dans un premier temps à chacun l'opportunité de se présenter parmi nos orateurs, et puis ensuite, on commencera un flot de questions complexes pour éclairer le débat. Sébastien ?
Sébastien, on n'a pas le son. Oui, pardon. Bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis Fina Sébastien, donc je travaille pour Zero Waste Consult. C'est un bureau de consultance qui existe depuis 10 ans que j'ai créé à une époque où on travaillait la gestion des déchets, mais il n'y avait pas forcément beaucoup, en tout cas en Belgique, d'obligations réglementaires de tri sélectif. Et donc depuis 10 ans, en fait, notre mission, c'est de faire de l'excellence opérationnelle sur base des gaspillages et des déchets des entreprises. Et donc on accompagne les entreprises à pouvoir optimiser la gestion de leurs ressources de manière la plus simple possible avec de l'adhésion pour le personnel et de faire monter les gens en compétences afin de pouvoir transiter vers ce qu'on appelle l'économie circulaire et donc de faire circuler les ressources au travers de notre activité. Merci Voilà. Sébastien. Arnaud? Oui, bonjour à tous. Donc, Arnaud Perrier, responsable commercial des Hauts-de-France et de la Normandie pour Green Office. Donc, nous, chez Green Office, on est fabricant de mobilier de tri des déchets et on accompagne les entreprises dans leur démarche RSE, environnementale, au travers de l'installation de ce matériel, mais aussi un rôle de conseil et d'accompagnement dans voilà, l'aménagement et la réussite du tri en entreprise. Société qui a été créée, Green Office, en 2004 et qui est notamment spécialisée aussi dans le développement de l'apport volontaire. Je pense que vous connaissez tous. Pour expliquer rapidement, c'est voilà, la mise en place de bornes de tri en apport volontaire et le retrait principalement des corbeilles individuelles pour voilà, manager un petit peu différemment la gestion des déchets en entreprise. Très bien. Christophe? Oui, bonjour à tous. Christophe Ivard, moi je suis chef de projet à la direction gestion de l'immobilier de la Caisse d'épargne Hauts-de-France, qui est donc la Caisse d'épargne qui couvre les 5 départements au nord de Paris, et donc la Caisse d'épargne qui appartient au groupe BPCE. Parfait. Est-ce que Baptiste nous a rejoint? Non, hélas. Bah, écoutez, pour l'instant, on va commencer avec trois intervenants. Je vous le disais en préambule, nous avons une échéance qui est le 1er janvier 2024, une échéance qui est un petit peu nébuleuse pour certains, mais qui n'a pas comme limite que les biodéchets. Je vais ouvrir un petit peu le débat sur les déchets d'une manière générale, même si aujourd'hui, on va peut-être effectivement rebondir plus facilement sur les biodéchets puisque c'est un des sujets nouveaux de la réduction des déchets. Je vais commencer par une question un petit peu ciblée. La législation de part et d'autre de la frontière sur la gestion des déchets pour les entreprises. Y a-t-il des défis à relever en France ou en Belgique? Je pense que pour la Belgique, Sébastien serait plus à même que quiconque d'en parler. Alors, à tout seigneur, tout honneur. Merci. Donc voilà, donc nous en Belgique, on a la particularité d'être un petit pays qui est divisé en 3 régions. Et nos 3 régions ont pris la compétence de la gestion des déchets au sein de leurs compétences, de leur pôle de compétences. Et donc, on se retrouve en Belgique avec 3 législations relativement uniformes, mais différentes dans notre pays. Donc, on a la région wallonne, Bruxelles et la région flamande qui ont adopté justement des réglementations par rapport à ça. Ce qu'on constate comme grosse différence sur notre territoire, c'est effectivement des vitesses d'implémentation de tri sélectif ou d'ambition qui sont un petit peu différentes. On a une Flandre qui est beaucoup plus proactive que le reste des régions et maintenant qui se fait rattraper par les autres régions. Et donc, on a vraiment une ascension avec une région qui tire un peu le pays vers le haut. Néanmoins, on est dans une thématique qu'on ne va pas pouvoir gérer juste au niveau national. Et donc, d'une manière ou d'une autre, il y a un intérêt à justement se calquer sur tout ce qui est amené par l'Europe et la vision de l'Europe. Et c'est là où justement un regard croisé franco-belge est très intéressant, puisque à l'heure actuelle, il y a des déchets qui sont recyclés en France et inversement. Et donc, on peut justement regarder de quelle manière tous ces déchets puissent s'amener au niveau.
Alors, pour rebondir sur cette réaction, Arnaud, par exemple, un regard français sur le sujet. Oui, merci Marc. Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, ce que je pourrais vous dire, moi, pour synthétiser un petit peu la législation pardon, autour des déchets en France, c'est que ça a vraiment commencé à partir de 2015 avec la loi et le décret d'application qui est passé en 2016. Le premier décret d'application imposait un tri sélectif de 5 flux pour les entreprises, donc le papier carton, la partie métallique, la partie bois, plastique et verre. Donc il fallait pour les entreprises à partir de 2016-2017 mettre en place ces solutions-là pour être en conformité avec la réglementation. Il y a eu différentes strates de mise en place, c'est-à-dire que l'obligation est vraiment pour tous à partir de la fin 2017 avec toutes les entreprises de plus de 20 salariés. Précédemment, ça concernait les entreprises de plus de 100, de plus de 50, et à partir de vraiment 2017, c'est toutes les structures de plus de 20 salariés, donc ça concerne énormément d'entreprises. Et on constate aujourd'hui une évolution de cette législation vers les biodéchets, on en a discuté, c'est un des sujets importants de ce webinaire, qui va imposer donc à partir du 1er janvier 2024 un tri à toutes les entreprises et à tous les particuliers. C'est vraiment quelque chose qui est global au niveau de la France et même de l'Europe. Sébastien pourra aussi rebondir là-dessus juste après. Ce que je peux peut-être dire en précision, c'est qu'il y a eu plusieurs étapes dans les biodéchets. À partir de 2016, une obligation de tri pour les producteurs de plus de 10 tonnes de déchets par an. Et en 2018, oui, si je ne me trompe pas, 2023, au 1er janvier 2023, une obligation pour tous les producteurs supérieure à 5 tonnes. Donc, ce qui voulait dire que les entreprises dans le domaine tertiaire, industriel, étaient assez peu finalement étaient assez peu voilà, sur ce sujet-là. Là, c'est quelque chose qui arrive à partir du 1er janvier 2024. Nous, de notre côté, chez Green Office, on voit une vraie demande de la part des entreprises à ce niveau-là pour mettre en place des solutions qui permettent de trier les biodéchets. Ce qui n'est pas forcément simple aujourd'hui pour toutes les entreprises. Le biodéchet est un déchet quand même assez particulier qui génère des nuisances à la fois olfactives et odorantes notamment. Et donc voilà, à partir du 1er janvier, ça sera obligatoire pour tout le monde. On peut noter aussi qu'à partir du 1er janvier 2025, les textiles vont également entrer dans cette législation. Donc ça ne concernera pas tout le monde, mais ça concernera quand même de nombreuses entreprises, notamment toutes les entreprises qui utilisent des équipements de protection individuelle qui devront également entrer dans cette législation. Une petite précision également, la loi de transition énergétique, on appelle ça souvent la loi de transition 5 flux, donc les déchets que je vous ai mentionnés au départ. On peut aussi ajouter la problématique des déchets de chantier avec notamment les fractions minérales et le plâtre, qui en fait, tout ça cumulé amène à un prix obligatoire de 9 flux en France et qui pourra peut-être à l'avenir être augmenté encore, notamment pour les déchets de chantier, qui est un gros sujet en France actuellement. Donc voilà, moi, ce que je pouvais vous dire au niveau de la législation autour de la gestion des déchets en France. Donc, s'il y a des questions, je suis à disposition. Alors, je vais laisser la parole à un acteur de la gestion des déchets en entreprise, Christophe. Comment est-ce qu'aujourd'hui, pour ne prendre que le sujet des biodéchets qui sera une contrainte au 1er janvier, comment est-ce qu'en entreprise, on arrive à gérer le stockage en vue de l'enlèvement, la valorisation? Alors, cette partie-là incombe plus peut-être au pouvoir public qu'à l'entreprise, mais collecte, stockage, enlèvement, comment est-ce qu'on gère ça à la Caisse d'épargne? Alors, collecte, stockage, enlèvement, effectivement. Alors, on gère ça avec des partenaires sur la partie enlèvement, bien sûr. Sur la collecte, on a une démarche de tri qui a été engagée déjà depuis une dizaine d'années, avec la suppression des poubelles individuelles et la mise en place de points d'apport volontaires par type de déchets, que ce soit sur nos sites centraux, donc nos établissements, sites administratifs, mais aussi tout notre réseau d'agences, voilà, qui sont des plus petits établissements de 2, 3, 4 personnes. On a mis en place le tri sélectif, y compris dans notre réseau d'agences, là où on n'était pas encore soumis à des obligations il y a quelques années, mais dans un objectif d'avoir une symétrie d'attention, que l'on soit collaborateur du siège ou collaborateur d'une agence.
Concrètement, c'est quelque chose qui nécessite l'accompagnement des collaborateurs hein, sur la mise en place du tri sélectif, qui nécessite aussi de pouvoir piloter le poids des déchets, de façon à pouvoir aussi rendre compte dans le cadre de nos obligations et plus largement aussi dans le cadre de notre stratégie et de notre démarche RSE. Alors, autre question par rapport aux usagers de la caisse d'épargne, mais après, la question reste ouverte à tous parce que je pense que Sébastien comme Arnaud, vous avez rencontré cette problématique. Comment est-ce que les usagers finaux appréhendent cette contrainte, parce que ça doit être parfois vécu comme tel, d'aller trier, puis d'aller gérer ce tri? Christophe? Alors, c'est déjà l'infrastructure qu'on a mis en place qui a pour but de faciliter au maximum le parcours de l'utilisateur. Alors, avec des poubelles, des containers de tri, comme Arnaud pouvait l'indiquer, hein, chez Green Office par exemple, mais voilà, une solution du marché qui permet d'avoir des containers de tri facilitant la démarche. Sur nos établissements nos établissements administratifs, on a des espaces de détente à chaque étage avec une kitchenette. Donc, on a du mobilier qui intègre l'ensemble de nos containers de tri et que l'on a conçu pour que le geste de tri soit le plus facile possible. On a aussi une gestion des déchets plus spécifiques sur les mégots de cigarettes, par exemple, à l'extérieur. Parce qu'on est concerné en tant qu'établissement bancaire, on a une gestion spécifique sur la collecte et le recyclage des cartes bancaires usagées. Voilà, pour quelques exemples un petit peu, on va dire, un petit peu atypiques par rapport à notre activité. Globalement, ce geste de tri, ce qu'on observe, c'est qu'il est bien respecté par les collaborateurs, parce que voilà, je pense que les choses sont faites de façon assez intuitive. Pour autant, ça reste perfectible, hein. On se rend compte que ce que l'on observe dans la rue, dans la société en général, on peut aussi le retrouver à l'intérieur de l'entreprise. Et parfois, c'est bien plus simple de jeter son mouchoir en papier dans la première poubelle venue, même si c'est la poubelle qui est censée recueillir les bouteilles plastiques, par exemple. Donc voilà, on retrouve aussi ces formes de résistance un peu naturelles dans l'entreprise comme un peu ailleurs finalement dans la société. Et Sébastien, côté belge, cette gestion des déchets par l'usager, ça se passe de la même façon? Alors, oui et non. Donc, effectivement, je rebondis sur ce que Christophe disait, donc très important effectivement d'avoir déjà la bonne mise en place, hein, les bonnes poubelles aux bons endroits. Mais il y a aussi toute une partie effectivement de sensibilisation du personnel. Je pense que chez Christophe aussi, vous réalisez pour pouvoir justement expliquer la démarche. Aussi bien expliquer qu'est-ce qu'on trie, comment on le trie, mais aussi à quoi ça va servir. Et donc, il y a une espèce de cohérence qu'il faut pouvoir installer au sein de l'entreprise pour pouvoir faire comprendre aux gens que si on leur demande un effort de tri, eh ben, ça va servir à quelque chose. Et la deuxième pan sur lequel les collaborateurs sont sensibles, c'est de voir l'entreprise qui prend des actions en amont pour éviter le gaspillage. Sous-entendu, je vais donner un exemple catering très très simple, mais si naturellement, à chaque fois que vous faites remplir votre assiette, il y a 30% de trop parce que vous n'arrivez jamais à finir votre assiette, mais qu'on a mis en place le tri des déchets alimentaires, eh ben, les gens vont se dire oui, mais ça aurait été mieux d'éviter le gaspillage dans mon assiette, même si je peux aller le recycler derrière. Et donc, il y a vraiment toute cette philosophie, en fait, de faire attention. En tout cas, c'est l'approche que j'emploie depuis 10 ans et qui permettait de pouvoir passer le cadre réglementaire, mais vraiment faire appel au bon sens et de se dire, voilà, on a une ressource, comment est-ce qu'on l'utilise au mieux et de pouvoir le faire passer comme ça. À ce moment-là, on arrive à avoir des taux avec des erreurs de tri qui sont très, très faibles. J'ai par exemple accompagné une start-up en valorisation de déchets alimentaires sur lequel on a mis en place des collectes et des choses comme ça.
on a pu observer sur 2 ans plus de 100 tonnes de collecte avec moins d'1% d'erreur de tri dedans. Si on a réussi à faire ça, c'est principalement parce qu'il y avait un suivi, un monitoring et une sensibilisation du personnel qui leur expliquait vraiment le pourquoi de la démarche et pourquoi on voulait le flux dans un tel état et pas dans un autre, qu'est-ce qu'on pouvait mettre et qu'est-ce qu'on ne pouvait pas y mettre et qu'est-ce qui avait du sens d'y mettre ou pas. Donc, si je comprends votre réponse commune, il faut absolument gérer et anticiper les réglementations plutôt que de les subir, ce qui n'est pas forcément toujours simple hein, pour ne pas en connaître les tenants et aboutissants. Pour rebondir sur les biodéchets, mais je vois Arnaud avait Oui, merci Marc. Je le rebondis sujet. simplement sur ce que Christophe et Sébastien disaient. Je confirme tout à fait. Je dirais que l'implication et la responsabilisation des équipes fait partie intégrante de la démarche. C'est-à-dire que pour que ce système fonctionne, il faut communiquer, communiquer, communiquer. Pas simplement au départ, au moment de l'installation, mais tout au long du projet. Pour montrer à vos équipes quels sont les résultats concrets de cette implication qui est demandée par la direction. Aujourd'hui, c'est vrai que il y a souvent cette problématique de se dire bah oui, mais moi j'avais ma corbeille individuelle ou mes corbeilles individuelles au pied de mon bureau et on me demande de me déplacer pour aller jeter mes déchets. Donc ça nécessite vraiment une vision globale de cette démarche-là, c'est-à-dire c'est comment moi, entreprise, je peux réduire le nombre de corbeilles individuelles que j'ai dans mon entreprise pour déjà de une, limiter aussi la prestation de nettoyage, hein, pas passer tous les jours sur ces corbeilles-là, mais comment aussi je peux faciliter le travail de mes équipes. L'idée, il ne faut pas que ce soit perçu comme une action coercitive. Il faut vraiment qu'on essaye de motiver les équipes pour ça. Donc, ça passe par une bonne, je dirais un zoning, une étude d'implantation pour trouver les bons endroits où installer ces types de déchets-là. Moi, je prends souvent l'exemple du copieur individuel qu'on avait, enfin de l'imprimante individuelle qu'on avait il y a 10 ans à côté de notre bureau. Aujourd'hui, on a un copieur centralisé. Et un autre exemple plus spécifique, mais quand on est à la maison chez nous, on a notre peau de banane qu'on a mangé dans notre canapé, on va la jeter dans notre cuisine. On n'a pas une poubelle juste à proximité de notre chaise ou de notre canapé. Donc c'est vraiment quelque chose qui est mis en place aujourd'hui. On le fait traditionnellement chez nous. Comment mettre en perspective cette solution-là dans l'entreprise et que ce soit bien intégré. C'est vraiment la plus grande problématique que les salariés ne se sentent pas lésés en mettant en place ces solutions d'apport volontaire qui ont quand même je dirais, présenter des résultats très intéressants. On voit une diminution du volume de déchets quand on met en place ces bornes d'apport volontaire. Voilà, c'était juste pour poursuivre un petit peu cette réflexion sur l'implication des collaborateurs et de l'équipe dirigeante aussi, c'est très important. Je vais rebondir justement sur l'équipe dirigeante, effectivement, en disant qu'il faut que l'entreprise perçoive l'intérêt de ce tri. Donc, effectivement, il y a 2 manières de pouvoir percevoir la gestion des déchets, soit comme une contrainte, soit comme une opportunité. Tout à fait. La contrainte, c'est de se dire effectivement, et c'est ce qui arrive souvent quand on attend la dernière minute pour se conformer à des obligations réglementaires, c'est de se dire, il faut que je rajoute des équipements, des ressources pour pouvoir assumer cette contrainte réglementaire. La manière de voir l'opportunité derrière, c'est de se dire, les déchets alimentaires, c'est un des déchets qui est le plus difficile à devoir gérer, en tout cas dans tout l'aspect bureau, tertiaire. C'est vraiment tout un déchet qui est vraiment problématique à cause de ses odeurs, à cause de ses nuisances et autres. Une fois qu'on l'a mis de manière séparée dans une poubelle, ça vous permet de pouvoir beaucoup mieux trier le reste de vos autres flux. Le papier, les emballages plastiques, etc., etc. Ça vous permet aussi d'avoir une meilleure vue sur quel type de déchets vous avez vraiment dans votre entreprise et de pouvoir se dire demain, comment est-ce que je fais pour éviter ce type de déchets. Et donc, cette approche est vraiment très pertinente de pouvoir se dire qu'en fait, grâce au flux sélectif, on va pouvoir être proactif. À l'heure actuelle, arriver dans une entreprise qui a un seul container où il met tout dedans, il ne respecte aucune obligation de tri, il faudra commencer par mettre du tri sélectif en place pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut diminuer les déchets. Je dirais pour rebondir rapidement, il y a aussi un vrai enjeu économique en mettant en place le tri de tous ces déchets, en ajoutant à celui-ci le tri des biodéchets. Finalement, ce qui va rester dans votre poubelle de non recyclable est assez limité parce qu'aujourd'hui, les emballages font partie des déchets qu'on peut mettre aussi dans le recyclable. Donc, il y a un vrai enjeu économique aussi pour les entreprises. Alors, peut-être un investissement au départ en termes de matériel, en termes de temps aussi pour trouver le bon prestataire, le bon collecteur.
Néanmoins, on constate aussi par la suite que ça fait diminuer ce qu'on appelle dans le domaine industriel les DIB ou les déchets non recyclables, qui sont les déchets qui représentent aujourd'hui un coût très important avec des coûts de traitement à la tonne qui ont augmenté de manière assez importante ces 5 dernières années et qui vont continuer d'augmenter dans les prochaines années. Encore une fois, avec cet objectif de responsabiliser les entreprises à limiter les déchets qui sont enfouis ou incinérés. Alors, on parle de réglementation. On sait bien en France, et je pense que la Belgique n'échappe pas totalement au sujet, que si on ne contraint pas, ben, on a un résultat qui est parfois limité et que la simple concertation ne suffit pas toujours. Euh, à quoi est-ce qu'une entreprise s'expose demain si elle ne trie pas ses déchets? Et à partir du 1er janvier, à quoi elle s'expose pour les biodéchets notamment? Alors, donc effectivement, en Belgique, on a les mêmes types de contraintes qu'en France. Pour juste rebondir, pour introduire justement cette réponse-ci, je vais rebondir sur ce que Arnaud expliquait tout à l'heure par rapport à la législation française. Une des grandes différences dans l'implantation de nouvelles législations en France et en Belgique, c'est qu'en France, enfin, vous avez l'habitude de pouvoir avancer par paliers. On commence par les gros producteurs et on avance au fur et à mesure. En Belgique, les filières se mettent en place avant que ça devienne contraignant. Et donc, ça permet aux personnes en tout cas qui veulent être proactives dans la démarche de pouvoir déjà commencer. On a déjà pas mal d'entreprises qui trient leurs déchets alimentaires à l'heure actuelle, or que, même en Wallonie, en Wallonie, ça arrivera que le 1er janvier d'avoir cette obligation de tri. Et donc, il y a vraiment cette nuance un petit peu qu'on a ici, c'est de se dire que au moment où ça devient contraignant, en Belgique, on estime qu'on vous a laissé le temps de pouvoir vous habituer. Alors, naturellement, il y a aussi toujours un seuil de tolérance au moment où ça rentre, ça rentre en obligation, évidemment, de pouvoir vous laisser le temps de vous adapter. Néanmoins, on a, par exemple, juste sur Bruxelles, plus de 600 poubelles qui sont contrôlées par des collecteurs pour pouvoir justement vérifier le taux d'erreur de tri. Et derrière, il y a des amendes administratives qui sont amenées derrière. Alors ça, c'était juste un exemple pour Bruxelles, et c'est pour les amendes administratives, mais évidemment, vous imaginez bien que si c'est des déchets dangereux, si c'est des pollutions qui sont liées à les découvertes qu'on va avoir sur les déchets, ça peut aller beaucoup plus loin. Ici, hier, on avait une grande campagne dans les médias sur justement toutes les batteries au lithium qui posaient des problèmes dans les centres de tri et qui causaient des explosions ou des incendies. Et c'est des choses qui arrivent tous les jours. Et donc, il y a un moment où, malheureusement, en fait, pour que la gestion des déchets et notre envie d'avoir du recyclage puisse être encore accessible et abordable au niveau financier, on va avoir de plus en plus de contrôles qui vont être mis en place sur la qualité des flux sélectifs qui vont être sortis, puisque c'est ce qui va vous permettre de pouvoir définir le prix à quel vous allez vendre votre service, puisque vous allez pouvoir revendre la matière derrière. Si vous avez beaucoup d'erreurs de tri, on ne va rien avoir. Dans le biodéchet, ça va être très important. Le biodéchet, vous allez avoir du compostage ou de la biométhanisation. Les deux process font appel à du vivant. Et donc, si vous avez des gros polluants dedans, on n'arrivera à aucun résultat. Et donc, je pense que naturellement, tous les collecteurs vont mettre un haut niveau d'exigence sur leurs biodéchets en vue de pouvoir garantir que la biométhanisation produise bien du biométhane, mais aussi du digestat qui puisse être réutilisé en agriculture et du compostage, avoir du compostage qui puisse se réutiliser aussi. Alors, Voilà un petit peu pour le point de la contrainte et de pourquoi je est-ce vais que ça varie. repartir un temps sur la gestion des biodéchets. Bien évidemment, ça concerne prioritairement des entreprises qui ont des restaurants d'entreprise, parce que j'imagine que sur une agence bancaire, le biodéchet, ça représente relativement peu, mais un restaurant d'entreprise, quoi qu'il arrive, va gérer des kilos, des tonnes de biodéchets à la semaine ou à l'année. Concrètement, aujourd'hui,
comment peut-on faire pour au mieux gérer les portions dont on disait qu'elles pouvaient être réduites et en tout cas consommées de manière raisonnée avec l'appétit que l'on sait avoir. Comment est-ce qu'on peut gérer ce stockage de biodéchets en vue d'un enlèvement, sachant que quand on est dans une entreprise à la campagne, c'est quand même nettement plus simple. Quand on est en ville, on a un espace contraint. Quand on est en ville, on a aussi la crainte de voir émerger des nuisibles le temps que le stockage soit emmené par la structure adéquate. Je serais tenté de poser la question dans un premier temps à Christophe. Oui, sauf que j'ai pas forcément la réponse parce qu'on n'a pas de restaurant d'entreprise. Donc, c'est vrai que on est sur la thématique du biodéchet. On a des déchets de, voilà, chacun s'y ramène sa banane, par exemple, au bureau ou sa pomme. On va avoir ce genre de biodéchets. Ça représente pas des volumes énormes. On va avoir du marc de café parce qu'effectivement, il y a des machines à café dans tous les étages et ça fait partie des biodéchets qui, à la semaine, représentent déjà un petit volume. On n'a pas encore de gestion différenciée du biodéchet, mais on va devoir regarder ça d'un peu plus près avec la réglementation. Moi, ce que je peux dire sur le sujet, c'est que quand on en discute autour de soi, entre collègues, c'est un sujet sur lequel il y a quand même pas mal d'appétence. On nous dit bah, pourquoi on ne trie pas, on ne met pas de côté le marc de café, etc. Parce que c'est des choses qu'on fait assez facilement maintenant chez soi. Ça a du sens parce qu'effectivement, derrière, il y a une valorisation environnementale qui est assez naturelle. Comme le disait Sébastien, il y a du compostage ou de la méthanisation. Et on voit bien qu'il y a une vraie vertu à aller vers ce tri de déchets-là. Donc, je pense on va devoir s'y mettre et je pense que c'est quelque chose qui va prendre aussi beaucoup de sens auprès des collaborateurs et qui sera peut-être aussi l'occasion de refaire aussi de la sensibilisation sur le reste de nos déchets, parce qu'il en restera toujours un petit peu derrière, et que voilà, ça permettra de remettre aussi le sens global du tri des déchets de façon générale. Alors, je vois sur le chat que on a quelques participations, notamment pour Swiss Life. On a l'écho d'une gestion en local réfrigéré en attente de collecte des biodéchets. Je vais apporter moi aussi ma contribution au sujet. En établissement scolaire, qui plus est, établissement scolaire qui fait 2400 repas jour, la collecte de ces biodéchets, elle se fait à raison de une fois par semaine sur la ville de Lille où moi je suis implanté. Et la contrainte d'avoir un local réfrigéré suffisamment conséquent, elle est relativement ingérable pour nous. Et c'est un petit peu la limite que nous avons avec les pouvoirs publics, c'est que le temps de stockage et de dégradation déjà entamée de ces produits biodéchets nous amène des nuisances dont on se passerait bien. Arnaud, est-ce qu'on a du côté de chez Green Office des solutions qui sont mises en place? Oui, merci Marc. Effectivement, je dirais que pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, Christophe et vous, il y a deux soucis que nous on a identifiés. C'est bien sûr la captation du flux déjà dans les bureaux. Comment faire voilà, dans les différents environnements de travail pour trouver la solution qui soit adaptée. Bien sûr, c'est vrai que vous évoquiez les agences bancaires avec Christophe, les agences de 4 ou 5 personnes. Comment mettre en place une solution qui soit à la fois pratique, mais aussi adaptée au volume de déchets qui est produit. C'est des solutions qui ne sont pas simples. Nous, chez Green Office, on a développé des solutions avec des bioseaux qui permettent de stocker les déchets dans des bioseaux. Donc, ce sont des petits seaux qui sont avec un couvercle et une anse qu'on peut refermer quand on ne les utilise pas. Mais il y a vraiment aussi, ça va dépendre aussi après de la structure qui va collecter vos biodéchets. On parlait tout à l'heure de l'obligation. L'obligation, elle est valable pour toutes les entités, qu'elles soient publiques ou privées en France. C'est-à-dire que nous, en tant que particuliers, on doit aussi séparer nos biodéchets.
Donc, la communauté de communes où on est installé, la ville où on est installé, doit pouvoir fournir à l'entreprise ou aux particuliers la solution pour capter le flux. Donc, c'est clairement votre poubelle, par exemple, qui vous propose d'avoir une solution pour les biodéchets, ou alors pour les entreprises qui ont un volume trop important qui ne peut pas être pris en charge par la collecte de la ville, c'est de passer par une structure spécifique. Voilà, il y a des entreprises aujourd'hui qui se sont développées, les alchimistes, GECO, je parle pour le Nord principalement, et après globalement toutes les autres structures plus importantes, Suez, Veolia, Paprec, qui ont aussi mis en place ces obligations-là. Donc c'est vrai qu'il y a ces deux problématiques-là, je pense aussi très compliquées pour les entreprises quand on a voilà, une quinzaine, une vingtaine de personnes. On est soumis à cette obligation, mais comment mettre en place le tri pour que ce soit pas, voilà, qu'il n'y ait pas de nuisance olfactive, de la présence de petits moucherons, etc. Sur ces périodes-ci, actuellement, ça va encore, mais à partir du mois d'avril, mai, avec les chaleurs, c'est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué, pardon. Et puis après, effectivement, comme vous, Marc, voilà, quand on a 2400 repas jour, le volume de déchets alimentaires est très conséquent. Ça impose d'avoir aussi des capacités de stockage spécifiques, donc très compliqué. Nous, on essaye de s'adapter avec du matériel qui est dimensionné pour réceptionner du biodéchet et donc forcément un volume assez peu important finalement. On n'a pas besoin d'avoir 100 litres de disponibles pour trier les biodéchets quand on est une entreprise de 20 ou 30 personnes. Même en mettant du marc de café, un volume de 10 à 20 litres est largement suffisant pour une semaine. Après, l'idée est d'adapter à chaque fois en fonction des problématiques réelles. La restauration d'entreprise, cette obligation est en place depuis de longtemps, donc ils ont trouvé des solutions. Mais c'est vrai que c'est toujours le délai qui doit être court au niveau de la collecte pour pas que vous conserviez ça dans vos locaux sur un délai trop important. Voilà moi ce que je pouvais vous dire. Alors, je fais un petit aparté sur le sujet, et puis je repasse la parole à Sébastien. On parle d'une localisation de collecte la plus opportune possible, hein. C'est Arnaud qui en parlait tout à l'heure. Et c'est Tania qui nous fait remarquer que se lever pour aller mettre sa plure d'orange à la poubelle, c'est aussi faire un petit peu d'activité qui nous évite de scléroser sur le siège au bureau. Et donc, effectivement, tout comme on se lève pour aller faire sa photocopie, on se lève maintenant pour aller apporter son déchet spécifique à la poubelle, ce qui permet aussi peut-être de croiser d'autres personnes et d'échanger en entreprise. Je laisse la parole quelques instants à Sébastien qui voulait continuer d'intervenir sur ce dernier sujet. Oui, je voulais juste rebondir une dernière fois sur effectivement les difficultés par rapport à la mise en place du déchet. Donc, je pense qu'il faut vraiment séquencer les process. Et donc, effectivement, au niveau des bureaux, je rejoins tout à fait Arnaud qui disait effectivement qu'il lui proposait par exemple un bioseau. Mais donc là, je trouve que c'est vraiment très pertinent puisque le déchet alimentaire est un déchet qui peut couler, c'est un déchet qui est lourd. Et donc, c'est un déchet, effectivement, ça ne sert à rien de mettre des sacs de 120 litres pour pouvoir le collecter. Naturellement, vous n'arriverez pas à le remplir parce que si vous arrivez à le remplir, il va se déchirer et il ne sera pas apportable. Et donc, il y a le principe de pouvoir l'adapter au niveau de la collecte, au niveau de là où il est produit. Néanmoins, dans le stockage par derrière, effectivement, il y a différentes possibilités de pouvoir l'évacuer. Vous avez des containers sur lesquels il y a une obligation légale, en tout cas ici, chez nous, qui est de maximum une semaine pour du biodéchet. Après, effectivement, à vous de regarder un petit peu quel type de solution. Quand vous avez beaucoup de biodéchets qui sont produits sur site, il y a des solutions de pré-traitement qui existent, qui sont des espèces de digesteurs qui permettent de pouvoir de réduire la matière organique et de pouvoir la stabiliser en vue de pouvoir être évacuée. Ça, c'est une première chose. La deuxième, vous avez des solutions avec des cuves de biométhanisation qui peuvent directement être installées sur votre site. Et donc, vous avez un système d'aspiration qui peut être mis en place, qui permet de pouvoir transiter, par exemple, de la cuisine centrale directement dans des cuves. Et ces cuves sont vidées en vue de faire de la biométhanisation. Et puis alors, après, effectivement, en tant qu'entreprise, vous avez le choix entre du compostage et de la biométhanisation de manière globale. Vous mettiez les alchimistes en France en évidence ou des acteurs comme Veolia et autres pour pouvoir faire de la biométhanisation, sur lequel il y a vraiment un intérêt à pouvoir savoir quel type de déchets vous avez et quelle qualité de tri vous arrivez à avoir. La question, c'est de se dire, voilà, demain, j'ai un pot de yaourt à moitié rempli. Qu'est-ce que mon personnel doit faire avec ce pot de yaourt?
Est-ce qu'il doit le mettre dans l'organique pour récupérer, essayer de valoriser la moitié de l'organique, enfin la moitié du yaourt, ou est-ce qu'il doit le mettre dans les emballages pour recycler l'emballage? Et donc, il y a une vraie réflexion par rapport à tout ça. Puisque demander aux gens de prendre individuellement la petite cuillère pour aller vider le yaourt, pour le mettre dans la poubelle et jeter l'emballage de l'autre côté, vous n'arriverez jamais à avoir 100% de votre personnel qui va le faire. Et donc, par rapport à ça, il y a un vrai intérêt à pouvoir choisir vos filières de valorisation. Il y a différents types de filières. Il y en a qui sont plus vertueuses que d'autres, mais il y en a qui sont plus pratiques par rapport à votre réalité de terrain. Et donc, voilà, ça, je pense que c'est vraiment les 2 points sur lesquels je voulais insister. Un, quand vous voulez évacuer vos déchets en fonction de vos flux, il y a des types de partenaires qui seraient préférables que d'autres. Et au niveau de la collecte, il y a vraiment effectivement une adaptation de la poubelle organique qui doit être différente des autres poubelles. Et je voudrais juste terminer en disant qu'effectivement, ne mettez pas du tri sélectif organique partout dans votre entreprise, parce que n'oubliez jamais la conséquence de manutention, collecte et nettoyage, etc., qu'il y a derrière aussi. Et ça peut avoir un gros impact aussi derrière, et c'est un vrai game changer. Si vous arrivez à pouvoir avoir une fréquence qui est adaptée pour vos biodéchets, pour vos emballages, pour votre tout venant, DIB, etc., vous arrivez à pouvoir avoir quelque chose d'optimal. Si vous n'avez rien changé, naturellement, les équipes vont changer tous les flux de manière récurrente. Et là, vous allez avoir du temps de manutention et des équipes sous pression qui vont mal faire le travail. Arnaud voulait réagir? Oui, je rebondissais sur ce que disait Sébastien et c'est très vrai. Moi, je fais souvent ça. Je visite des bâtiments, on essaye de trouver les bonnes solutions pour mettre en place le tri des biodéchets. Il n'est pas forcément nécessaire, pour rassurer peut-être un petit peu tout le monde, de mettre en place le tri des biodéchets dans chaque service, chaque entreprise, oui, bien évidemment, mais l'idée est que vous arriviez à capter le flux le plus important possible. Néanmoins, il est très compliqué de disposer des solutions pour le tri des biodéchets à chaque îlot de tri où vous séparez votre papier, votre déchet non recyclable ou vos emballages, parce que forcément, il y aura peut-être des erreurs de tri. Ça va nécessiter du temps supplémentaire pour la société de nettoyage, parce que c'est vrai que la collecte du biodéchet est un petit peu compliquée, surtout quand on utilise un bioseau. Il faut le nettoyer avant de devoir le réinstaller. Et donc, c'est vrai que parfois, il vaut mieux installer ça dans une tisanerie qui est vraiment identifiée, où tout le monde s'installe, plutôt que de le disposer dans chaque endroit, à chaque îlot de déchets. L'idée dans cette démarche qui débute aujourd'hui au niveau du biodéchet, c'est déjà de récupérer un flux et après d'aller chercher éventuellement les flux complémentaires. Mais le flux le plus important se regroupera là où vous avez vos machines à café, là où vous avez votre restaurant d'entreprise, pas forcément dans chaque service, dans chaque étage à côté de votre poubelle pour les papiers ou pour les emballages plastiques. Merci Arnaud. Alors, on a beaucoup parlé organisation par rapport à la collecte des déchets, des biodéchets. Je voudrais aborder l'aspect économique des choses. On a parlé de la contrainte de cette collecte qui a un coût. Si ce sont les équipes de nettoyage qui doivent les collecter, il y a un surcoût de prestation, sans nul doute. La contrainte de prélèvement, si on fait appel à une entreprise spécialisée, il y a forcément un coût. Moi, je voudrais poser une question peut-être directement à Christophe sur la manière dont on peut gérer ces coûts de manière raisonnée. J'ai vu dans les questions du chat également, est-ce qu'il existe des moyens de gérer techniquement ces biodéchets, c'est-à-dire est-ce qu'on a des indicateurs de performance qui nous permettraient de se dire, tiens, ces déchets commencent à prendre beaucoup d'ampleur ou au contraire ceux-là n'ont pas vraiment d'intérêt et ne sont pas forcément valorisables. Est-ce que par ailleurs, est-ce qu'il y a une économie à développer sur la collecte et la prise en charge de ces biodéchets par une entreprise tierce? Christophe? Alors, chez nous, alors les biodéchets passent dans le déchet tout venant, donc jusqu'à nouvel ordre, on est sur une collecte qui se fait avec le tout venant et qui est réalisée par le personnel d'entretien. Donc effectivement, il y a un sujet économique derrière
de charges que l'on met, que l'on impose à ce personnel d'entretien, si demain on leur demande de traiter spécifiquement le biodéchet, comme Arnaud le disait, un seau de biodéchets que l'on doit non seulement collecter, vider, mais aussi nettoyer derrière, ça prend forcément du temps et c'est quelque chose qui n'est pas actuellement dans le plan de charge de notre personnel d'entretien. Donc, on s'attend effectivement à avoir une augmentation des coûts sur tout ça, puisqu'on va accroître leur charge de travail. Est-ce qu'il existe dès à présent, ou est-ce qu'ils vont être développés des indicateurs de performance de ces collectes? Bah, oui, c'est là-dessus effectivement c'est ce qu'on souhaite pouvoir mettre en place, hein, en même temps qu'une collecte spécifique, d'avoir des indicateurs qui nous permettent de mesurer le poids de la collecte de biodéchets. Et de toute façon, on le fait déjà sur le reste des autres déchets. De façon à avoir un point de départ et voir comment on évolue sur ce sujet-là. Est-ce qu'on est plutôt en évolution positive ou en réduction de collecte? L'enjeu, c'est de savoir comment on peut réduire le volume de déchets. Voilà, on est sur des choses qui peuvent paraître parfois un peu incompressibles. Alors, j'ai personnellement expérimenté depuis des années l'idée qu'il fallait offrir une compensation pour toute contrainte. Euh, Moi, j'ai un public de jeunes qui ont le souci de vivre pleinement les 50, 60 années qu'ils ont à passer sur la planète, dans une planète propre. Et paradoxalement, ce sont aussi des gens qui n'ont pas une conscience folle de ce que peut être le tri. De fait, j'ai mis en place des incitateurs de tri, comme par exemple le fait de rapporter une canette dans la bonne poubelle leur permet d'avoir un jeton qui leur permet de compenser un surcoût d'achat ultérieurement. De la même façon que on ne fume pas dans les établissements scolaires, mais on fume en entreprise. On a mis en place un système avec deux flux pour pouvoir poser les mégots à l'entrée de nos bâtiments, de manière à pouvoir instaurer des sondages qui ont une valeur relativement peu importante, mais qui permettent de dire oui ou non sur une question de vie de l'établissement, et de mettre le mégot, alors ça ne touche forcément que les fumeurs, nous sommes bien d'accord, mais de mettre le mégot dans la case oui ou dans la case non, une forme d'incitation comme une autre. Est-ce que vous avez d'autres expériences à nous communiquer sur des incitations, ce qu'on appelle des nudges en économie? Arnaud, je Sur te les laisse la nudges, parole d'abord, ou Christophe? non, allez-y, Sébastien. Et donc, effectivement, il y a les incitants, effectivement, peuvent fonctionner, mais c'est à double tranchant toujours. Ici, dans un public assez pédagogique, avec les enfants, etc., je trouve que c'est une très, 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 très bonne approche. À l'heure actuelle, dans les entreprises, j'ai plus envie de les motiver en leur parlant de l'impact que ça pourrait représenter. Et donc, à un certain moment, ça sert un petit peu tout le monde, mais ça oblige à pouvoir mettre des chiffres, ça oblige à pouvoir analyser, ça oblige à pouvoir monitorer. Et donc, à un certain moment, ça fait des retours concrets d'impact qu'on pourra avoir, positifs ou négatifs. Et de l'autre côté, de pouvoir prendre des décisions. À l'époque, il y avait toujours, pour tout ce qui était énergétique, il y avait les aspects comme l'opération Chokotov, où quand les gens éteignaient leur écran ou quand ils éteignaient leur lampe sur leur bureau, le lendemain matin, ils recevaient un petit Chokotov, ils avaient un petit Chokotov qui était mis sur leur bureau. Je pense que c'est une bonne chose pour pouvoir amener les choses de manière gentille. Néanmoins, à l'heure actuelle, je pense que c'est dans un autre cadre qu'il faut pouvoir amener les choses. Je veux dire, à un certain moment, en tant qu'entreprise, il y a un rôle sociétal à jouer de par son entité, mais de par aussi l'image qu'on donne à ses collaborateurs, dans l'objectif que ces collaborateurs appliquent ces mêmes bonnes pratiques chez eux aussi.
Et donc là, je pense qu'il y a vraiment plutôt une ouverture, une conscientisation de la problématique, de pourquoi on le fait, comment ça fonctionne, qu'on n'a pas l'occasion de pouvoir avoir au sein de en tant que particulier en écoutant le journal, par exemple. Mais dans une entreprise, ça nous permet, par exemple, d'organiser une visite dans un centre de tri une fois pour pouvoir étayer un petit peu les informations, avoir des intervenants qui viennent vous expliquer des bonnes initiatives par rapport à des startups de valorisation ou autres. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses sur lesquelles il y a possibilité de pouvoir motiver, mais pour un bien sociétal et pas pour un bien personnel. Je rebondis un petit peu sur ce que dit Sébastien, et c'est vrai que nous, le nudge marketing, c'est quelque chose auquel on réfléchit aussi. Simplement, techniquement parlant, aujourd'hui, sur le tri des déchets, mettre en place des solutions qui soient compatibles avec le tri en place et une efficacité, je dirais, opérationnelle, c'est assez complexe, pour être tout à fait franc. Le coût du cendrier que vous évoquez, Marc, est très connu maintenant et effectivement fonctionne très bien. Mais c'est vrai que c'est plus complexe aujourd'hui à mettre en place en termes d'un matériel qui est, je dirais, dans le cadre d'un aménagement global dans une entreprise, plus complexe à mettre en place, mais pas impossible, hein. L'idée, c'est de travailler aussi sur ces questions-là. Et je rejoins aussi Sébastien sur ce côté-là, parce que moi, avant d'arriver chez Green Office, j'étais dans la collecte des déchets. Et ce qui a un vrai impact aujourd'hui sur les équipes, c'est de mesurer d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine, les différences entre les tonnages qui sont collectés. Voilà, on vous a demandé, on a retiré les corbeilles individuelles, ça a eu tel impact aujourd'hui sur l'entreprise, tel impact sur le bilan carbone ou sur voilà, de l'entreprise. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. C'est des réunions qu'il faut faire de manière assez courte sur le temps du mini, 10, 15 minutes, 20 minutes maximum pour évoquer ces sujets-là. Mais la communication autour je dirais, une communication pour faciliter et donner encore plus envie de trier aux équipes est vraiment un point très important et qu'il faut avoir en tête, je pense, en tant qu'entreprise, si on veut que la démarche soit acceptée et qu'on puisse la faire évoluer aussi au fur et à mesure des années. Je pense que c'est vraiment un objectif commun qui doit être amené, qui doit susciter de l'adhésion. Et on en parlait par rapport aux biodéchets. Les gens voient beaucoup plus, évidemment, quand on parle de compostage. Il y a des gens qui ont l'occasion d'en faire chez eux. Il y a des gens qui font des plantations, qui aiment la nature et ce genre de choses. Et donc, ça leur parle directement de pouvoir associer un petit peu tout ça. Et je pense qu'une des premières choses, c'est que les gens ne se rendent pas compte du volume de déchets qu'ils ont chaque année, qui passent dans leur entreprise chaque année. Christophe, vous vouliez Oui, mais je pense que Sébastien avait bien résumé la situation. Enfin, je partage complètement que la sensibilisation des collaborateurs sur la gestion du déchet et ce que l'on en fait et son intérêt avec un peu de chiffres à l'appui sur comment tout ça évolue dans le temps, c'est ce qui permet effectivement de les embarquer plus facilement. L'idée des nudges sur un public jeune, ça marche peut-être plus facilement qu'en entreprise. Pour autant, on y réfléchit, hein, parce que voilà, on se dit que parfois, il suffit peut-être d'un truc un peu plus percutant pour faciliter le tri du déchet qui va attirer l'œil plus facilement chez un collaborateur. Peut-être que ça peut marcher aussi. Mais effectivement, on regarde ce sujet-là sans avoir de réponse déjà toute faite et ni de mise en place concrète aussi sur le sujet. Alors, on arrive à la fin du timing qui était alloué à ce webinaire. Néanmoins, est-ce qu'on a traité tout le sujet? Loin s'en faut. Je vais vous laisser l'opportunité à chacun de conclure sur un sujet qui pourrait être oublié et qui vous tiendrait particulièrement à cœur de développer à l'instant. Arnaud? Écoutez, non, pas forcément de sujets qui n'ont pas été évoqués. Non, je pense qu'on a passé en revue quand même pas mal d'éléments importants. Ce que moi, j'aurais tendance à vouloir mettre un petit peu en avant, et pour que ça fonctionne, c'est vrai que c'est ce qu'on disait aussi au travers des différentes interventions, c'est que l'implication des collaborateurs est vraiment l'élément clé de succès d'une stratégie de développement du tri des déchets en entreprise. Les premiers utilisateurs sont les collaborateurs et aussi il faut avoir en tête aussi le personnel de nettoyage. C'est-à-dire que tout ça est nécessaire, il faut regrouper tout ça dans une seule équipe, si je peux m'exprimer ainsi, pour que ça fonctionne bien.
Vous avez, nous, dans notre domaine, on a deux principaux partenaires qui sont les sociétés de nettoyage et les sociétés qui collectent les déchets. Nous, Green Office, on va se retrouver au milieu avec le matériel de tri qu'on met à disposition, mais il est important, indéniable et obligatoire de coordonner ces trois entités pour que le fonctionnement du tri soit vraiment efficace en entreprise. Voilà ce que je pouvais dire en conclusion. Merci Arnaud. Sébastien? Alors, ce que je rajouterais vraiment, c'est vraiment, donc on a discuté effectivement tout au long de la session de l'importance du soutien de la direction, l'importance de la mobilisation du personnel et l'importance de la transparence des informations. Avec ces trois éléments, il y a vraiment quelque chose à faire pour pouvoir essayer d'associer, d'arrêter de mettre la gestion des déchets comme juste une partie opérationnelle, mais de regarder la gestion des déchets à travers les stratégies de la société et des défis auxquels elle va devoir répondre. Et ça, c'est vraiment un travail que nous, on fait depuis 10 ans, qui est vraiment de dire, en fait, arrêtons de voir le fait de devoir jeter un déchet ou trier un déchet comme une obligation, mais dans un process global, dans une vue globale, comment est-ce que ce déchet a de l'impact pour ma société, a de l'impact pour l'environnement dans lequel je me situe, et comment est-ce que je peux le gérer au mieux. Et à ce moment-là, en une fois, on aura beaucoup plus de mobilisation au niveau du personnel, parce que le déchet sera de manière plus large. Tous les départements commenceront à y parler. On aura à la fois du soutien de la direction. On ne sera pas juste avec une direction qui peut se dire que c'est de l'opérationnel et que ce n'est pas trop son domaine. On est sur de la stratégie. Comment est-ce que demain, la société se positionne sur son marché par rapport à ses clients et ses fournisseurs en termes de gestion de ressources. Et ça permet de pouvoir justement arriver à de l'opérationnel qui est très, très efficient, sur lequel c'est le terrain qui vous amène les problématiques et les solutions pour pouvoir être l'entreprise de demain, une entreprise à impact. Voilà. Le mot de la fin pour Christophe? Alors moi, je rappellerai effectivement de donner du sens, l'importance de donner du sens et de pas spécialement, enfin, focuser sur les déchets, c'est une chose, mais il y a aussi la dimension de ces déchets dans la stratégie plus globale de l'entreprise. On a, comme beaucoup d'entreprises, on a une démarche RSE. En ce qui concerne la Caisse d'épargne de France, on est labellisé Bicorp et la gestion des déchets est un des éléments de notation dans le cadre de cette labellisation, où bien sûr on a une vigilance particulière là-dessus. Et je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir rappeler en quoi les déchets et la gestion des déchets, ça se rattache à un plan stratégique beaucoup plus global, quoi, histoire de donner un sens aussi beaucoup plus large que juste ma peau de banane, à quoi elle va servir une fois que je l'aurai mise dans ma poubelle. Donc voilà, c'est vraiment de cette vision plus large, je pense, qui est importante aussi pour la vie aussi du collaborateur. Bien, merci. Je vais donner la parole à Béatrice et à Tania dans l'ordre de leur choix. Tania, le micro est ouvert. Merci en tout cas pour cette discussion enrichissante. S'il y a encore des questions, parce que je vois qu'il y a Saïda, elle a une question et je pense que Sébastien pourrait répondre, mais s'il y a encore des gens qui veulent poser une question, les micros peuvent s'ouvrir. Je sais qu'on est à l'heure, mais voilà, c'est tellement un sujet intéressant. Sébastien? Je vois pas, je vois pas Alors, la Ah, tu vois question. pas? Ah, pardon. La question, c'est Pardon. l'octroi des certifications environnementales tel que le label écodynamique délivré par Bruxelles Environnement peut-il constituer une source de motivation pour les entreprises? Et je rebondirai sur cette question en disant qu'aujourd'hui, on a énormément de labels et de certifications variées sur le sujet. Est-ce que ça constitue une source de motivation pour les collaborateurs? Alors, c'est dans l'autre sens, effectivement, que j'utiliserai. Donc, le label est très important. Le label écodynamique est une belle référence sur Bruxelles. Mais vous avez aussi des rapports extra-financiers EcoVadis, par exemple, qu'on vous demande en tant qu'entreprise qui doivent rentrer leur rapport, sur lesquels on vous demande de vous positionner avec une stratégie de gestion de déchets. Et donc, à chaque fois, l'idée, c'est de se dire, on ne va pas faire le label pour remplir des cases, on ne va pas faire le rapport extra-financier EcoVadis pour remplir des cases, mais on va faire des choses positives dans notre entreprise dont on sera fier de pouvoir parler à la fois pour se faire labelliser ou à la fois pour le rentrer dans les rapports. Et à ce moment-là, oui, c'est une notion de fierté.
parce qu'on le fait, parce qu'on est reconnu pour quelque chose qu'on a mis en place. Et pas, ah, ils nous ont demandé pour avoir ce label de devoir faire ça, on va vite le mettre en place. C'est complètement différent. La philosophie est tout à fait différente. J'espère que j'ai répondu à Madame Saïd. Avec plein d'étoiles dans tes yeux. Le sujet te prend par cœur. Ça, on voit. Voilà. Je me permets, il y avait une dernière question à laquelle on n'a pas répondu. C'est une question de John. Est-ce que les normes en Belgique pour la gestion des déchets, comme l'utilisation des sacs poubelles orange à Bruxelles depuis 2023, varient en fonction des régions et des besoins spécifiques, ce qui peut parfois rendre le tri des déchets contraignant, notamment pour les petits ménages? Alors, donc par région, vous allez avoir des sacs poubelles, mais ça jusque-là, en tout cas, donc, il faut voir de quoi on parle. Si c'est pour les ménages, donc oui, par région, vous allez avoir un système de tri qui sera en place avec un ordre de collecte, etc. Mais en théorie, ce n'est pas censé vous impacter. Ce qui pourrait vous impacter, par contre, c'est si vous êtes une entreprise ou une banque avec, ou une mutuelle ou une chaîne de magasins, par exemple, et que vous avez des magasins en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, oui, ce ne sont pas forcément les mêmes règles, et oui, ce ne sont pas forcément les mêmes collecteurs qui peuvent intervenir là-bas. Et donc là, il y a parfois l'idée de pouvoir harmoniser. Néanmoins, des flux sont plus ou moins les mêmes. Mettre en place les déchets alimentaires en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, vous y arriverez aussi. Maintenant, est-ce que votre acteur sera disponible et agréé dans les 3 régions? Ça, il faudra le regarder. Merci Béatrice pour avoir vu ça. Bah, écoutez, en tout cas, merci à tous nos intervenants. C'était vraiment tout à fait intéressant de croiser les regards. Merci à Belfa d'avoir été l'organisateur de la plateforme. Merci Muriel. Merci à Marc, hein, tu as fait ça Ben oui, très bien. absolument. Je pense que tu pourras voilà, continuer. Voilà. Alors, j'ai fait au mieux. J'ai fait au mieux. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire Regard croisé. Comme vous le savez, on réitérera avec plaisir sur d'autres sujets. N'hésitez pas à nous remonter des sujets qui vous tiennent à cœur et pour lesquels, de part et d'autre de la frontière, on pourrait apporter des réponses. Ce webinaire a été, je pense, enregistré. Il sera sur la plateforme Belfa. Et donc, il sera susceptible d'être réécouté par les uns et les autres pour tirer encore plus profit. Merci à chacun de nos orateurs d'avoir apporté de l'eau à notre moulin. Je pense qu'on s'est beaucoup attardé sur les biodéchets parce que l'actualité s'y prête. Et puis peut-être qu'on reviendra sur des sujets un petit peu moins bio et plus déchets lors d'une autre occasion. Je note quand même que le déchet qui ne coûte rien, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc, de fait, l'idée étant de réduire ces déchets et de mieux les trier de manière à ce que on puisse essayer de préserver, un soit peu, la planète sur laquelle on vit. Un mot de la fin pour nous quitter, Tania? J'ai pas entendu quoi? Un mot de la fin? Ben, je voudrais remercier de nouveau une fois tout le monde d'être là. C'était très intéressant. Comme Marc avait dit, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on va faire dans les prochains webinaires, faites-le savoir. Pour nous, c'est important ce que le public aimerait voir. Avec tout ça, j'espère de vous voir dans des événements, le Parti belge dans les événements Belfa. Bien sûr, les Français, vous êtes bienvenus de traverser la frontière et de nous rendre visite. Et idem pour nous, pour venir à Lille. Je le dis. Absolument. Je terminerai avec une petite annonce qui vaut pour l'IDET, mais bien évidemment, nous accueillerions volontiers tous les Belges qui passeraient la frontière. Nous avons une prochaine réunion de l'IDE en afterwork jeudi 16
sauf erreur de ma part, et ça portera sur la délégation de services en partenariat avec GSF et Vinci Facilities. N'hésitez pas à participer, à vous inscrire. Il y a, je pense, dans l'après-midi, une invitation qui va surgir. Voilà. Je reste à vous remercier tous autant que pour votre présence, pour votre participation, et puis à vous dire à bientôt pour un prochain regard croisé.